23 février 2000. À l'Amsterdam Arena, les Pays-Bas affrontent l'Allemagne en match amical. Le match se solde par une victoire 2-1 des Pays-Bas, mais le score final ne constitue pas le fait marquant de cette rencontre. Sur la pelouse, sont alignés 6 joueurs. Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Winston Bogarde, Michael Reiziger et Jimmy Floyd Hasselbeck. Le sélectionneur n'est autre que Frank Rijkaard. Leur point commun ? Tous sont originaires du Suriname. Avant cette soirée hivernale de l'an 2000, jamais la sélection des Pays-Bas n'avait compté autant de joueurs d'origine surinamienne dans ses rangs. Depuis plus de 40 ans, on recense plus d'une cinquantaine de joueurs originaires du Suriname ayant porté le maillot de la sélection orange, signe de l'influence marquante du Suriname sur le football néerlandais. Bienvenue sur le Regista Club, et aujourd'hui je te raconte comment le Suriname est devenu l'un des principaux viviers du football néerlandais. Avant de s'intéresser à l'influence du Suriname sur le football néerlandais, c'est important de comprendre les liens historiques qui lient cet état d'Amérique du Sud aux Pays-Bas. Et si le néerlandais est la langue officielle au Suriname, ce n'est pas le fruit du hasard, mais celui de la colonisation. Les premiers contacts entre ce territoire et l'Europe remontent au début du XVIe siècle via des expéditions espagnoles, puis britanniques à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. À partir de 1616, les Néerlandais installent leur première colonie permanente dans les estuaires des fleuves de l'Essequibo, de la Berbice et de la Demerara. Et à partir de 1630, ce sont les Britanniques qui s'implantent à l'embouchure du fleuve Suriname. Le territoire du Suriname est à ce moment-là sous domination britannique, mais à partir de 1667, ce territoire est conquis par les Provinces-Unies, l'ancien nom qui était attribué aux Pays-Bas, et les 4 colonies passent sous domination néerlandaise, à savoir l'Essequibo, la Berbice, la Demerara et ainsi le Suriname. Entre 1796 et 1799, les territoires passent à nouveau sous domination britannique avant qu'un traité soit signé entre la couronne britannique et les Provinces-Unies. À l'issue de ce traité, les Britanniques récupèrent les colonies de la Demerara, de la Berbice et de l'Essequibo, ce qui constitue l'actuelle Guyana, et les Provinces-Unies récupèrent l'actuel Suriname. Comme c'est le cas dans beaucoup de colonies aux Antilles, le Suriname n'est pas une colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de Néerlandais qui viennent s'installer au Suriname. Cependant, cette colonie est considérée comme une colonie commerciale par les Provinces-Unies, c'est-à-dire qu'elle sert principalement à produire des richesses, faire du commerce. L'économie du Suriname repose principalement sur l'esclavage, qui est aboli à partir de 1863. Même si les flux migratoires entre les Pays-Bas et le Suriname sont assez rares, il existe des flux de migration du Suriname vers les Pays-Bas. Les premiers flux migratoires du Suriname vers les Pays-Bas sont assez tardifs par rapport à d'autres colonies. C'est à partir des années 1940 qu'on commence à voir des premières vagues de migration du Suriname vers les Pays-Bas. Cependant, c'est une migration qui reste cantonnée à une petite partie de la population. C'est une migration qui concerne principalement les élites et notamment les étudiants. Après la Seconde Guerre mondiale, comme c'est le cas dans beaucoup de colonies à cette même période, des mouvements indépendantistes commencent à émerger au Suriname. En 1954, le Suriname reçoit un statut d'autonomie interne, ce qui lui permet de disposer d'une assemblée législative élue au suffrage universel. Cependant, il faut attendre le 25 novembre 1975 pour que l'indépendance soit proclamée. Et c'est justement dans ce contexte d'indépendance que l'immigration surinamienne vers les Pays-Bas va encore plus s'accentuer. Face à l'incertitude économique et politique qui suit l'indépendance, on a beaucoup de Surinamiens qui vont partir aux Pays-Bas de par la proximité culturelle et historique. Il y a aussi les accords qui avaient été signés dans le cadre de l'indépendance qui vont faciliter cette migration des Surinamiens vers les Pays-Bas. En effet, les Surinamiens qui étaient déjà présents sur le sol néerlandais au moment de l'indépendance se voyaient octroyer d'office la nationalité néerlandaise et pendant les 5 ans qui suivaient l'indépendance, aucun visa n'était demandé aux Surinamiens pour se rendre aux Pays-Bas. Cela engendre une vague d'immigration massive et entre 1975 et 1980, on recense l'arrivée de près de 30 000 Surinamiens aux Pays-Bas. Et contrairement à ce qu'on avait dans les années 1940, où l'immigration concernait principalement les élites dans le cadre de migration étudiante, la vague de migration des années 70 concerne une population beaucoup plus diversifiée et principalement ouvrière et populaire. Le football étant le sport le plus populaire aux Pays-Bas, cela va forcément influencer les populations au Suriname, où le football devient également très rapidement le sport le plus populaire. C'est dans les années 1940 qu'on a les premières traces d'une influence surinamienne sur le football néerlandais, avec la figure d'André Kamperven. Il devient le premier joueur surinamien à devenir joueur de football professionnel dans le club du HFC Haarlem. Après sa carrière de joueur, il devient sélectionneur du Suriname, puis ministre des Sports, avant d'occuper un temps la vice-présidence de la FIFA. Mais c'est à partir des années 1950 qu'on commence à voir un peu plus de joueurs surinamiens dans le football néerlandais. Et l'une des principales figures à cette époque-là, c'est
Humphrey Mynals. Humphrey Mynals évolue plusieurs saisons à l'USV Utrecht pour lequel il dispute 134 matchs. Il devient également le premier joueur surinamien à porter le maillot de la sélection néerlandaise. En club, il est rejoint quelques années plus tard par son frère, Frank, avant d'être rejoint par 3 autres joueurs également surinamiens, Michael Kruijn, Erwin Sparendam et Charlie Marbach. Ce groupe de joueurs est même surnommé le trèfle à 5 feuilles à l'époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette période-là, les joueurs surinamiens n'occupent pas le devant de la scène et sont très marginalisés dans le football néerlandais. Les années qui suivent l'indépendance sont difficiles pour le Suriname. À l'euphorie de l'indépendance succède très rapidement une économie précaire, une hausse du chômage. Le 25 février 1980, accompagné d'un groupe de 400 hommes, le colonel Desi Bouterse prend le pouvoir au Suriname et instaure une dictature militaire. Ce coup d'État qui, même s'il est soutenu par une certaine partie de la population, va marquer un tournant dans l'histoire du Suriname et va à nouveau accélérer l'immigration surinamienne vers les Pays-Bas. Cette fois-ci, on va avoir beaucoup de personnes qui vont aller vers les Pays-Bas, non pas pour des raisons économiques spécialement, mais également pour des raisons politiques. En parallèle, aux Pays-Bas, côté football, c'est à cette même période qu'on va avoir l'arrivée de certains joueurs marquants de l'histoire des Pays-Bas. En 1981, sont convoqués 3 joueurs d'origine surinamienne en sélection. Si Romeo Zondervan fait l'objet d'une carrière assez modeste, 2 joueurs vont s'imposer dans cette sélection, Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Vraiment avec ces 2 joueurs-là qu'on va constater pour la première fois l'influence véritable de la communauté surinamienne sur le football néerlandais. En 1988, les Pays-Bas remportent l'Euro en Allemagne, ce qui constitue jusqu'à aujourd'hui leur seul et unique titre majeur. À l'occasion de ce tournoi, Ruud Gullit et Frank Rijkaard font partie des stars de l'équipe, accompagnés de joueurs comme Marco van Basten ou encore Ronald Koeman. Qui plus est, Ruud Gullit est le capitaine de cette équipe championne d'Europe et même ballon d'or en titre au moment de soulever le trophée. Ruud Gullit et Frank Rijkaard font partie des meilleurs joueurs de leur époque. Ils brillent à l'AC Milan, pour lequel ils remportent 2 Ligues des Champions et plusieurs Scudetti, et ils sont régulièrement nommés sur le podium du Ballon d'Or. Et si dans les années 40 et 50, les joueurs surinamiens étaient encore mis à la marge dans le football néerlandais, cette fois-ci, avec Ruud Gullit et Frank Rijkaard, on a 2 joueurs qui sont considérés comme des stars du football néerlandais et même des stars mondiales du football. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le profil de ces 2 joueurs. Car ce sont 2 joueurs qui sont issus de la 2e génération d'immigration. Leurs parents sont arrivés aux Pays-Bas bien avant l'indépendance, ce qui fait que ce sont des joueurs issus des élites. Par exemple, le père de Ruud Gullit était professeur d'économie. À ce moment-là, on a l'espoir d'une intégration réussie de la communauté surinamienne au sein de la société néerlandaise et qui se manifeste par le football ici avec Ruud Gullit et Frank Rijkaard. À partir de ce moment-là, on se dit que ça y est, c'est lancé et on va avoir beaucoup de joueurs d'origine surinamienne qui vont émerger dans le football néerlandais. Et ça va surtout s'accentuer avec la génération de l'Ajax Amsterdam qui remporte la Ligue des Champions en 1995. Avec des joueurs comme Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert ou encore Michael Reiziger. Les 3 premiers cités sont même considérés comme des cracks et appelés à être les futures stars du football néerlandais et du football international même. Cependant, le profil de ces joueurs diffère assez sensiblement avec ceux de leurs prédécesseurs Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Pour le cas de Davids, Kluivert ou encore Seedorf, ce sont des joueurs qui sont nés juste avant ou juste après l'indépendance, et certains d'entre eux, comme Edgar Davids ou Clarence Seedorf, sont même nés au Suriname. Ils arrivent aux Pays-Bas étant enfants. Parce que dans les années 1980, face au flux d'immigration provoqué par le coup d'État de Desi Bouterse, on a un changement de politique qui s'opère aux Pays-Bas. On a des débats concernant la régulation de ces flux qui émergent au sein de la classe politique, et on a également la mise en place d'une politique migratoire beaucoup plus restrictive que par le passé. Ajouté à cela, on a un positionnement de l'État néerlandais qui est assez ambigu. D'un côté, on a des politiques qui sont mises en place pour faciliter l'intégration des communautés surinamiennes et éviter de séculariser la société néerlandaise. D'un autre côté, on a des politiques d'institutionnalisation du patrimoine culturel surinamien. Officiellement, c'est pour préserver la culture surinamienne. Cependant, ce qu'on sait dans la réalité, c'est que ce genre de politique, ça sert surtout à contrôler les minorités et à dire ce qui est considéré de l'ordre de l'acceptable ou non. On a donc une politique d'assimilation d'un côté et une politique dite multiculturaliste de l'autre. Ces 2 genres de politiques menés en même temps, ça va forcément s'opposer et créer des conflits. Dans les années 1990, l'image de la communauté surinamienne auprès de la population néerlandaise va sensiblement se dégrader. Pour rappel, les communautés surinamiennes arrivées dans les années 70 et 80 sont souvent issues de classes populaires.
Ce sont des populations peu qualifiées qui vont être confrontées à des problématiques, notamment en matière de recherche d'emploi, qui vont être surreprésentées dans les emplois précaires ou dans le chômage. Ces populations sont également concentrées dans les grandes villes et peuvent se retrouver concernées par des phénomènes de déviance et de ségrégation urbaine. Et c'est dans ce contexte que dans les années 1990, on va avoir un discours stigmatisant envers la communauté surinamienne qui va être de plus en plus présent aux Pays-Bas. Et comme tu le sais, le football n'est pas hermétique à tout ce qui se passe dans la société. Et ce discours discriminatoire et raciste envers la communauté surinamienne, il va se retrouver dans le football néerlandais, notamment via l'affaire du Kabel. À la base, le Kabel, c'est un groupe de joueurs d'origine surinamienne qui jouent ensemble à l'Ajax. Il est composé de Patrick Kluivert, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Winston Bogarde et Michael Reiziger. Jusque-là, pas de problème, mais c'est à partir de l'Euro 1996 qu'on va avoir une polémique qui va enfler autour du Kabel. En effet, la veille de l'Euro 96, les Pays-Bas sont considérés comme une des nations favorites pour la compétition. L'équipe est composée de l'ossature de l'Ajax Amsterdam qui a remporté la Ligue des Champions un an auparavant et est retourné en finale de cette même compétition la même année. On s'attend donc à ce que les Pays-Bas fassent bonne figure lors de l'Euro. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. L'équipe joue mal, les résultats ne suivent pas, et lors du deuxième match, Clarence Seedorf est remplacé très tôt dans le match par le sélectionneur de l'époque, Guus Hiddink. Cela provoque le mécontentement du joueur et également de son ami Edgar Davids, qui explose dans les vestiaires à la fin du match. Edgar Davids s'en prend directement à son sélectionneur et lui dit qu'il devrait, je cite, retirer sa tête du cul de certains joueurs. L'affaire est reprise dans les médias et on a au même moment la publication d'une photo dans laquelle on voit plusieurs joueurs du Kabel attablés à part lors d'un repas entre les joueurs de la sélection. Très rapidement, on impute aux joueurs du Kabel de créer de la division au sein du groupe et d'être responsable des mauvais résultats de l'équipe. Après ça, Edgar Davids est renvoyé du groupe par son sélectionneur, sauf que l'affaire ne s'arrête pas là et prend une dimension extrasportive puisqu'elle relance des débats au sein de la société néerlandaise sur fond de racisme et de remise en question de la néerlandité des joueurs d'origine surinamienne. Sauf qu'en réalité, le coup de gueule d'Edgar Davids faisait référence à un groupe de joueurs présents à l'Ajax et au sein de la sélection néerlandaise, composée notamment des frères de Boer. En fait, il leur reprochait d'avoir une trop grande influence en club et en sélection. Ces joueurs pouvaient notamment discuter des contrats, des salaires et de la composition des équipes. Et il s'est même avéré qu'au sein de l'Ajax, les joueurs d'origine surinamienne touchaient des salaires nettement inférieurs aux autres joueurs blancs néerlandais, parfois de l'ordre de 6 fois moins. Quelque temps après, les tensions finissent finalement par redescendre et Edgar Davids est réintégré à la sélection quelques mois plus tard. Et les joueurs du Kabel sont bel et bien présents lors de la Coupe du Monde 1998 en France. Durant ce tournoi, on a même 30% de l'effectif néerlandais qui est composé de joueurs d'origine surinamienne, signe de l'influence du Suriname sur le football néerlandais. Cette fois-ci, les choses se passent beaucoup mieux puisque la sélection atteint les demi-finales de la Coupe du Monde et atteint également les demi-finales de l'Euro à domicile joué en 2000. Après cette génération des années 90, on a dans les années 2000 d'autres joueurs d'origine surinamienne qui émergent, comme Nigel de Jong, Urbi Emanuelsson ou encore Ryan Babel. Cependant, ce ne sont pas des joueurs qui occupent le devant de la scène, puisque dans les générations néerlandaises à ce moment-là, ce sont plus des joueurs comme Arjen Robben, Wesley Sneijder ou encore Robin van Persie qui sont mis en avant. Dans la seconde moitié des années 2010, on a une nouvelle génération de joueurs d'origine surinamienne qui émerge, composée de Gini Wijnaldum, Virgil van Dijk ou encore Denzel Dumfries, et qui a nettement moins de succès que leurs prédécesseurs. En effet, même si ces joueurs ont de la réussite en club, cela ne se traduit pas du tout en sélection, puisque les Pays-Bas ne parviennent pas à se qualifier ni à l'Euro 2016, ni à la Coupe du Monde 2018. On a un fiasco lors de l'Euro 2020 avec une élimination dès les huitièmes de finale, et on a une Coupe du Monde 2022 qui est assez moyenne. On a un peu mieux avec l'Euro 2024, durant lequel les Pays-Bas atteignent les demi-finales, mais encore aujourd'hui, on a une nouvelle génération de joueurs d'origine surinamienne qui continuent d'alimenter la sélection néerlandaise, avec des joueurs comme les frères Timber, Ryan Gravenberch ou encore Xavi Simons. L'influence de la communauté surinamienne sur le football néerlandais n'est donc pas prête de s'arrêter, même si on a la présence de joueurs issus de diverses diasporas en sélection. On a donc une diaspora surinamienne qui a énormément apporté au football néerlandais. Cependant, qu'en est-il du Suriname ? Le problème, c'est que le Suriname, pendant très longtemps, n'a pas pu profiter des talents de sa diaspora, malheureusement. Et ça, pour une raison toute bête, c'est qu'au Suriname, la binationalité n'existe pas. En effet, les personnes nées aux Pays-Bas recevaient d'office la nationalité néerlandaise, et les Surinamiens qui migraient aux Pays-Bas, qui prenaient la nationalité néerlandaise, perdaient leur nationalité surinamienne. Face à ce problème, le Suriname a décidé de réagir. Et même si la binationalité n'existe pas, depuis 2019, on a eu la mise en place d'une dérogation dans le cadre du football, où la binationalité
nationalité est désormais autorisée. Les joueurs néerlandais d'ascendance surinamienne peuvent désormais jouer pour la sélection du Suriname. Pour le coup, cette mesure, elle semble porter ses fruits. Parce que depuis 2019, le Suriname est passé de la 153e place au classement FIFA à la 136e aujourd'hui. La sélection est même parvenue à attirer certains binationaux, comme l'ex-promesse du football néerlandais Jean-Paul Boetius. La sélection surinamienne a même participé à 2 Gold Cup, la compétition continentale nord-américaine, en 2021 et 2025, alors que sa dernière participation à la compétition remontait à 1985. Et pour la Coupe du Monde 2026, le Suriname a même atteint les barrages intercontinentaux et s'est incliné en demi-finale face à la Bolivie. On est passé de joueurs marginalisés sous la période coloniale à symbole d'intégration et de réussite dans les années 80, avant d'avoir une forme de rejet, de remise en question de tout ça dans les années 90. Aujourd'hui, la présence des joueurs d'origine surinamienne en sélection néerlandaise s'est complètement normalisée. Et on a même aujourd'hui des joueurs issus de diverses diasporas qui composent la sélection néerlandaise, notamment africaine, indonésienne ou encore caribéenne. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Tu peux également me suivre sur Instagram pour ne pas manquer mon actualité et être au courant des prochaines sorties de vidéos. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.